Malia se tenait sur le trottoir, seule au cœur de la ville, entourée de l'indifférence bruyante des rues illuminées. Les néons clignotants des devantures projetaient des éclats bleutés et roses sur son visage fatigué, fragmentant son reflet dans les vitrines vides. Il était près de minuit. Le vent d'automne, chargé d'odeurs de goudron humide, de feuilles mortes et de lointaines effluves de fast-food, glissait contre sa peau, soulevait doucement les mèches rebelles de ses cheveux crépus. Mais elle n'y prêtait aucune attention. Plus rien, depuis un moment déjà, ne parvenait à vraiment la toucher. La fatigue n'était pas seulement physique. Elle portait en elle une lassitude profonde, une fatigue ancienne, incrustée dans ses os, dans sa mémoire, dans sa manière de regarder le monde. Malia avait 34 ans, mais ses yeux semblaient en avoir le double. Ils étaient ternes, voilés, comme si quelque chose en elle s'était brisé et n'avait jamais été réparé. Elle avait cessé de se battre contre cette sensation d'effacement progressif, contre ce sentiment d'être devenue transparente dans un monde qui ne s'arrête jamais. Chaque pas qu'elle faisait semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Chaque respiration n'était plus qu'un réflexe. Quelques mois plus tôt, elle avait encore un emploi. Un poste exigeant, mais stable, dans une entreprise où elle avait gravi les échelons à force de travail et de sacrifice. Elle arrivait tôt. Elle partait tard. Elle faisait tout pour être irréprochable. Et pourtant, une erreur qu'elle n'avait pas commise, une simple négligence attribuée à son nom, avait suffi à la faire tomber. Une rumeur lancée, une accusation vague, et tout s'était écroulé. Sans preuve, sans enquête sérieuse, elle avait été congédiée, privée d'indemnité, et jetée comme un poids mort. Personne ne l'avait défendue. Personne n'avait douté de sa culpabilité. Puis il y avait eu Marc. 8 ans d'amour, de compromis, de projets murmurés le soir dans le lit partagé. 8 ans balayés d'un revers de la main. Il était parti comme on claque une porte qu'on n'ouvrira plus jamais, sans remords, sans réelle explication. Il lui avait dit qu'elle était devenue terne, prévisible, pesante. Il avait trouvé une autre, une collègue plus jeune, plus brillante, plus vivante, avait-il osé dire. Et il était parti, emportant avec lui les restes de leur histoire et une part de ce que Malia croyait être sa valeur. Anna, sa meilleure amie depuis l'université, avait été un autre coup de couteau. Elle avait refusé de prendre position, refusé de croire que Malia disait la vérité. Elle avait préféré rester proche de Marc par neutralité, disait-elle. En réalité, Malia comprit plus tard qu'elle avait surtout préféré ne pas perdre ses accès, ses privilèges. La trahison d'Anna avait été plus douloureuse que toutes les autres. Elle représentait la preuve ultime que, même ceux qu'on croyait inébranlables, pouvaient nous tourner le dos quand il ne restait plus rien à gagner. Cette nuit-là, Malia ne savait plus pourquoi elle marchait. Elle n'avait nulle part où aller. Son appartement était froid, ses économies fondues, son téléphone silencieux. Elle errait comme un fantôme dans sa propre vie, absorbée par le vacarme d'une ville qui, elle, continuait de respirer sans elle. Puis, l'accident. Une lumière vive. Un rugissement de moteur. Des phares fonçant sur elle. Une seconde d'éternité. Et ensuite, le choc. Le métal broyé. La chair pliée. Le silence. Les heures devinrent floues. Des sautes. La douleur d'abord, aiguë, perforante. Puis rien. Un vide immense. Une chute sans fin. Elle était suspendue dans une obscurité liquide, sans repère. Le temps n'existait plus. Elle percevait des bruits, parfois, des bips, des voix assourdies, des pleurs. Parfois aussi des images floues, comme des rêves mal éclairés. Elle ne savait pas si elle était morte ou vivante. Elle ne savait même plus qui elle était. Puis elle entendit ce mot, comme une cloche lointaine frappant l'eau noire. Coma. C'était là qu'elle était. Ni morte, ni vraiment en vie. Prisonnière d'un corps immobile, enfermée dans un esprit qui flottait quelque part entre les souvenirs et le néant. Elle se vit allongée, tube planté dans les bras, le visage pâle, comme si la lumière elle-même ne voulait plus s'accrocher à sa peau. Ses parents venaient parfois, le visage ravagé, tenant ses doigts sans chaleur, murmurant des choses qu'elle n'entendait que par bribes. Marc était venu une fois. Peut-être 2. Il avait posé une main sur son front, avait dit quelques mots qui ressemblaient à des excuses, mais son regard restait ailleurs. Il semblait plus gêné que peiné. Anna, elle, avait déposé des fleurs, puis avait parlé d'une voix tremblante, trop tremblante pour être sincère. Malia les sentait, mais ne pouvait pas répondre. Elle voulait crier, hurler,
leur dire qu'elle n'était pas morte, qu'elle entendait, qu'elle souffrait. Mais rien ne sortait. Elle était figée. Invisible. Ou peut-être morte aux yeux de tous. Et dans ce silence absolu, elle comprit une chose avec une clarté terrifiante. Elle n'avait jamais réellement compté. Un matin, comme un éclair traversant un ciel noyé de brume, Malia ouvrit les yeux. Pas d'un réveil spectaculaire, non. Ce fut un battement de paupières hésitant, comme si ses yeux tentaient de se souvenir du monde. La lumière au-dessus d'elle était crue, blanche, presque agressive. Tout était flou, comme vu à travers de l'eau sale. Elle entendait un bip régulier. Une machine. Un souffle. Était-ce le sien? Une douleur sourde pulsait dans sa nuque, sa colonne, ses membres engourdis. Mais elle était vivante. Un souffle court s'échappa de ses lèvres sèches, et les larmes montèrent à ses yeux sans qu'elle sache si c'était de douleur ou de soulagement. Elle ne pouvait pas encore parler, ni bouger vraiment. Son corps était une prison de chair brisée, de muscles ankylosés et de cicatrices internes. Pourtant, dans cet instant suspendu entre la faiblesse et la lucidité, elle sut qu'elle n'était pas la même. Quelque chose, quelque part, s'était cassé, mais quelque chose de neuf était né aussi. Ce n'était pas simplement une rémission. C'était une renaissance. On dit parfois que la souffrance extrême dépouille un être de ses illusions. Malia l'apprit à ses dépens. Tout ce qui l'attachait autrefois à la vie, sa carrière, ses relations, ses rêves, s'était évaporé dans la brûlure du rejet et de la solitude. Ce qu'elle ressentait maintenant, c'était un vide froid, vaste comme un désert. Mais dans ce vide, un feu naissait. Pas une chaleur réconfortante. Un feu noir, silencieux. Une rage tranquille, contenue, dangereuse. Elle ne voulait pas simplement reprendre sa vie. Ce serait trop facile. Elle voulait reprendre ce qu'on lui avait volé, et plus encore. Et ceux qui l'avaient piétiné devaient payer. Les premières semaines furent un enfer. Chaque jour, Malia réapprenait ce que c'était que d'habiter son propre corps. Bouger un doigt. Lever un bras. Réapprendre à marcher, centimètre par centimètre. Elle tombait. Elle pleurait. Elle recommençait. La douleur, constante, devenait son allié. Elle s'y accrochait pour ne pas sombrer. Les médecins parlaient de miracles. Les infirmières la surnommaient la survivante. Mais aucune d'elles ne devinait ce qui se tissait dans le silence de ces nuits. Tandis que son corps se reconstruisait, son esprit planifiait. Elle ne parlait que peu, mais ses pensées étaient précises, chirurgicales. Chaque souvenir de trahison devenait un point de départ, chaque humiliation une carte qu'elle retournerait contre eux. Elle savait qu'une vengeance précipitée serait vaine. Non. Ce qu'elle préparait serait lent. Inexorable. Élégant. Une justice déguisée en coïncidence. Une fois sortie de l'hôpital, Malia coupa tout contact avec son ancienne vie. Elle changea de ville, de nom temporairement, s'installa dans un petit appartement anonyme. Les cicatrices sur son corps lui rappelaient chaque jour son nouveau serment. Elle trouva un emploi modeste dans un espace de coworking, sous une identité sobre. Discrète. Personne ne savait qui elle était réellement, ni d'où elle venait. La Malia d'avant était morte. Celle-ci était une stratège. Chaque soir, elle étudiait. Elle se formait à la cybersécurité, à la manipulation d'informations, à la psychologie humaine. Elle passait des heures à traquer numériquement ceux qui l'avaient abandonnée. Marc, d'abord. Il vivait désormais dans une maison élégante en banlieue, avec sa nouvelle compagne, Clara, une assistante marketing de 10 ans sa cadette. Leur bonheur s'exhibait sur les réseaux sociaux. Malia n'y vit que façade. Marc, pensait-elle, avait toujours eu un ego fragile. Il lui suffisait de quelques failles pour tout faire basculer. Elle se rappela d'une vieille clé USB oubliée, qu'elle avait gardée par réflexe, au fond d'une trousse. En l'ouvrant, elle découvrit un fichier effacé, mais pas détruit. À l'intérieur, des traces de transactions douteuses, un montage financier douteux que Marc utilisait quand il gérait encore les budgets dans l'entreprise. Argent détourné. Fausses factures. Rien de spectaculaire, mais assez pour éveiller les soupçons d'un comptable attentif. Elle ne fit rien, encore. Elle attendit. Anna, ensuite. L'ancienne amie. La trahison la plus douloureuse. Anna avait profité du départ de Malia pour se rapprocher de Marc.
Grâce à lui, elle avait été promue chef de département. Son profil LinkedIn brillait d'ambition et de chiffres trafiqués. Malia passa des semaines à éplucher ses présentations internes, ses rapports, ses emails professionnels obtenus à travers un contact discret dans l'entreprise. Elle découvrit qu'Anna avait maquillé certains chiffres, attribué des projets à son nom alors qu'ils avaient été menés par d'autres. De la poudre aux yeux pour briller. Malia rédigea un rapport anonyme, clair, précis, étayé de preuves irréfutables. Elle attendit une réunion stratégique très médiatisée en interne pour faire fuiter le dossier à la direction et à quelques collègues jaloux. Et puis, il y avait son ancien patron, l'homme qui avait signé sa chute avec un sourire administratif. Lui, croyait encore avoir eu raison. Il se vantait d'avoir rajeuni son équipe, d'avoir engagé un nouveau talent plein de promesses, en remplaçant Malia par un homme arrogant, mais médiocre. Malia n'eut pas besoin de manipuler quoi que ce soit. Elle attendit. Le jeune remplaçant fit des erreurs. Beaucoup. Trop. Quand les résultats chutèrent, Malia lança de manière anonyme une série d'articles sur un blog RH influ, mettant en lumière le cas d'une femme licenciée injustement, remplacée par un incompétent. El article circula. L'affaire fit du bruit dans les milieux professionnels. La réputation de son ancien patron fut entachée. Il perdit un contrat important. Mais ce n'était que le début. Malia ne cherchait pas simplement à les faire tomber. Elle voulait les déconstruire, comme il l'avait fait avec elle. Patience. Stratégie. Précision. Et à chaque étape, elle se redressait un peu plus. Elle reprenait le contrôle de son histoire. Elle n'était plus la victime. Elle était l'architecte de leur chute. Les premières étapes de sa vengeance furent presque imperceptibles, aussi silencieuses qu'un poison lent. Malia ne voulait pas frapper fort tout de suite, elle voulait que ça pourrisse de l'intérieur, que l'effondrement vienne de leur propre fondation. Elle sema des graines de doute, de peur, de chaos. Et elle regarda, patiemment, comme une stratège. Le premier à tomber fut Marc. Malia envoya un rapport minutieusement rédigé aux autorités fiscales, contenant des preuves précises. Transferts suspects, société écran, comptes offshore. Elle connaissait ses habitudes, ses failles. Elle savait comment il cachait ses revenus pour échapper à l'impôt. Le courrier était anonyme, bien sûr, mais chaque détail avait été choisi avec soin. Quelques semaines plus tard, une enquête discrète fut ouverte. Marc, sûr de lui, ignora les premiers signes. Mais quand les inspecteurs se présentèrent à son bureau, la panique monta. Il tenta d'effacer les traces, de nier, de minimiser. En vain. Ce qu'il croyait enfoui refit surface dans la presse spécialisée. Les investisseurs se retirèrent. Les contrats furent suspendus. Son image, construite à coups d'apparence et d'arrogance, s'effondra en silence, puis dans le vacarme des scandales financiers. Anna, elle, fut emportée par une vague bien plus brutale. Malia avait collecté, avec une rigueur chirurgicale, une série de documents internes compromettants, rapports plagiés, emails méprisants envers ses collègues, et des preuves qu'elle avait volontairement détourné un projet pour faire accuser un subalterne d'échec. Anna, persuadée que tout cela était bien à l'abri dans son cloud personnel, ne soupçonnait rien. Une nuit, les documents furent publiés, à l'insu de tous, sur une plateforme interne devenue publique par erreur. En quelques heures, les captures d'écran firent le tour des réseaux sociaux professionnels. Les commentaires affluaient, les collègues dénonçaient. Elle perdit sa promotion, puis son poste. Et enfin, son réseau. Plus personne ne voulait être associé à elle. Elle devint un exemple de ce qu'il ne fallait pas faire, un nom murmuré avec dégoût dans les couloirs. Mais le coup le plus décisif, le plus personnel, fut pour son ancien patron. Pendant des mois, Malia avait gardé un vieil enregistrement. Un extrait vidéo capturé par inadvertance ou peut-être pas tant que ça dans un bar, lors d'une discussion privée entre lui et un ami. On l'Y entendait admettre, en riant, qu'il avait falsifié les résultats d'un audit interne pour justifier le licenciement de Malia, tout cela dans le but de grimper plus vite dans l'organigramme. Elle n'a rien vu venir, la pauvre. Trop droite pour ce monde. Malia fit fuiter l'enregistrement sur plusieurs forums dédiés au droit du travail et à la transparence en entreprise. Elle s'assura que la vidéo soit analysée, recoupée, rendue vérifiable. Lorsqu'elle devint virale, tout s'effondra, une enquête fut ouverte, son poste suspendu, son image ternie à jamais. Les médias spécialisés en firent leur une.
La société prit ses distances. Il disparut des réseaux, avalé par sa propre honte. Mais ce que Malia ne s'attendait pas à ressentir, c'était le vide. Elle avait rêvé de ces instants pendant des mois. De ces regards perdus, de ces carrières ruinées, de cette confusion totale dans les yeux de ceux qui l'avaient piétinée. Et pourtant, face à la réalité de leur chute, il n'y eut pas de triomphe. Pas de satisfaction durable. Rien qu'un soulagement bref, fragile, et aussitôt remplacé par une question lancinante. Et maintenant? Elle les observait toujours, à distance. Marc, tentant de redorer son image à travers des excuses maladroites. Anna, recluse, effaçant ses profils numériques. Son ancien patron, fantôme d'un système qu'il avait cru dominer. Et elle, Malia, que voyait-elle dans le miroir? Une femme debout, certes, mais éteinte. Consumée par la haine qu'elle avait nourrie comme une flamme sacrée. La vengeance ne l'avait pas détruite. Mais elle ne l'avait pas guérie non plus. Et alors, pour la première fois, elle se posa la vraie question. Pas ont-ils payé, mais que suis-je devenue? Elle réalisa que la plus grande trahison n'était peut-être pas celle des autres, mais celle qu'elle s'était infligée à elle-même, abandonner sa propre lumière pour ne devenir que l'ombre de leur chute. Elle pleura. Pas d'erai. Maïs de deuil. Le deuil de l'ancienne elle. Et ce soir-là, elle décida de ne plus détruire, mais de reconstruire. Elle quitta la ville, reprit son vrai nom. Lentement, douloureusement, elle fit la paix avec son passé. Non pas pour excuser, mais pour se libérer. Elle comprit qu'elle ne pourrait jamais effacer les cicatrices, mais qu'elle pouvait choisir ce qu'elle ferait avec elles. C'est ainsi qu'est née la Fondation Malia, un espace pour les femmes victimes d'injustice, d'abus professionnels, de trahisons invisibles mais profondes. Elle y offrit des conseils, des ressources juridiques, un réseau d'entraide. Elle raconta son histoire. Sans glorification. Sans haine. Juste la vérité, nue, honnête. Ceux qui l'avaient brisé la virent renaître. Pas dans la vengeance, mais dans la paix. Et c'est dans ce silence, dans cette dignité retrouvée, que résidait sa plus grande victoire. Car elle leur montra que rien, ni la trahison, ni la souffrance, ni même la vengeance, ne pouvait empêcher une femme brisée de redevenir une femme entière.